Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Je vous invite, si vous appréciez ce récit, à cliquer sur j'aime et à vous abonner, car cela m'encourage énormément à continuer. Au tout début de l'année 2019, dans la ville tranquille de North Bay, en Ontario, la vie semblait suivre son cours habituel. Située non loin des Grands Lacs, cette communauté avait connu quelques vagues de disparitions et d'activités criminelles mystérieuses. Mais rien qui aurait pu préparer les habitants au tourbillon médiatique et judiciaire qui allait subitement s'abattre sur eux. Bien qu'on puisse décrire North Bay comme un endroit paisible, avec ses rues bordées de maisons familiales et sa nature environnante, on y percevait depuis quelques mois une certaine tension. Des rumeurs de conflits de voisinage, de problèmes d'argent et de mésententes conjugales circulaient çà et là, mais la plupart des habitants préféraient se concentrer sur leurs occupations quotidiennes. Dans ce décor au vernis serein, une tragédie allait pourtant bouleverser à jamais le destin de plusieurs personnes, à commencer par un homme accusé d'avoir commis l'irréparable, Matthew Lockwood. Greg Hamilton, un voisin de Matthew, fut retrouvé mort sur la rive du lac Nipissing. Ce lac, habituellement si apprécié pour sa beauté et ses eaux calmes, était désormais associé à l'horreur d'un meurtre. Tout commença un soir de février, alors que l'hiver canadien baignait le paysage d'un froid vif. Greg Hamilton était parti faire une promenade, habitude qu'il entretenait depuis des années. D'après une proche de la victime, il avait toujours aimé le grand air et trouvait, dans le fait de marcher près du lac, un moyen de se ressourcer et d'échapper au stress de la vie moderne. Pourtant, ce soir-là, Greg ne rentra pas chez lui. Sa disparition, signalée dès le lendemain par une de ses amies, déclencha dans la petite ville une inquiétude générale. Rapidement, des recherches furent lancées. Des bénévoles s'organisèrent et la police locale commença à quadriller les environs, notamment les berges du lac qu'il affectionnait tant. Après plusieurs heures de battue, un participant découvrit, gisant à demi immergé, le corps de Greg. Les premières constatations laissèrent présager un acte criminel. Des marques de lutte étaient visibles, et le corps présentait des blessures qui ne semblaient pas en accord avec un simple accident de randonnée nocturne. Au fil de l'enquête, la police rassembla des indices qui orientèrent bientôt les soupçons vers un homme de la localité, Matthew Lockwood. Ce dernier, âgé alors de 35 ans, menait à première vue une vie rangée. De stature plutôt mince, arborant de courts cheveux bruns et un regard gris pénétrant, il travaillait comme ingénieur en mécanique dans une usine voisine. D'après l'opinion générale, Matthew était introverti et avait parfois du mal à se lier avec le voisinage. Les rares fois où l'on avait aperçu Greg et Matthew ensemble, c'était souvent dans un contexte de tension. Des conflits larvés opposaient les deux hommes depuis un certain temps, notamment en raison de limites de terrain et de divergences banales autour du bruit. Des habitants de North Bay évoquaient aussi d'autres altercations, témoignant de la présence d'un passif orageux entre le disparu et l'ingénieur taciturne. Toutefois, personne n'aurait pu imaginer que ces disputes se transformeraient en un drame sanglant. Greg Hamilton, la victime, jouissait jusqu'alors d'une réputation de voisin aimable, quoique parfois un peu trop curieux. Il était apprécié pour son enthousiasme. Il participait aux réunions de quartier et offrait volontiers son aide pour les projets communautaires. Originaire de l'Ontario, il avait passé la majeure partie de sa vie à North Bay, entretenait plusieurs amitiés solides et soutenait financièrement une association locale visant à réhabiliter les quartiers défavorisés de la région. Pourtant, à mesure que l'enquête progressait, les enquêteurs découvrirent une facette moins reluisante de sa personnalité. Greg avait apparemment accumulé des dettes importantes. Il existait aussi de fortes rumeurs sur son implication dans des transactions douteuses, dirigées par un réseau de prêteurs clandestins. Ce pan secret de la vie de la victime
ne fut toutefois révélée que bien plus tard, lorsque les failles du dossier contre Matthew commencèrent à se manifester. Au moment de la découverte du corps, la scène de crime présentait des indices peu nombreux, mais éloquents. Les enquêteurs notèrent que le cadavre de Greg portait des ecchymoses au niveau des côtes et des éraflures sur les avant-bras. Certains signes indiquaient une confrontation préalable, peut-être une bagarre ou une défense désespérée. Autour de la zone, l'on observa des traces de pas confuses, partiellement effacées par la neige, ainsi que plusieurs mégots de cigarettes. Les responsables de l'enquête relèveraient plus tard des empreintes partielles et mèneraient des analyses pour déterminer l'ADN de la victime et celui d'un autre individu sur certains échantillons de tissu. La position du corps, au bord de l'eau, ses vêtements mouillés et l'état de ses poumons laissaient supposer une noyade, mais la présence de coups violents sur le torse et la tête indiquait sans conteste un acte criminel. Le quartier entier fut ébranlé par la nouvelle, et on exigea rapidement des autorités qu'elles mènent des investigations approfondies. 2 détectives principaux furent chargés de l'affaire. Le premier, un enquêteur méthodique et réservé, travaillait au commissariat de North Bay depuis plus de 15 ans. Il avait la réputation de se fier avant tout aux preuves matérielles, aux relevés de traces et aux analyses médico-légales. Le second, plus jeune mais non moins déterminé, était un esprit vif, plus direct, préférant souvent miser sur les interrogatoires et la psychologie des suspects pour obtenir des aveux ou repérer les contradictions. Les 2 enquêteurs formèrent un tandem complémentaire. L'un épluchait le moindre rapport, compilait des statistiques, examinait inlassablement les détails techniques, tandis que l'autre s'entretenait avec les proches, posait de multiples questions et se fiait à son intuition. De nombreux effectifs, dont plusieurs agents de la police scientifique et des spécialistes en analyse comportementale, rejoignirent l'enquête. Petit à petit, un faisceau d'éléments se mit à converger vers le nom de Matthew Lockwood. La plus évidente de ces pistes fut la découverte de taches de sang sur la salopette de travail de Matthew. Les détectives, qui avaient entendu parler d'une violente altercation entre Matthew et Greg le jour même où ce dernier disparut, décidèrent d'effectuer une perquisition chez lui. Ils retrouvèrent, dans le garage du principal suspect, ses vêtements présentant des traces suspectes. Les laboratoires forensiques identifièrent ensuite la présence de sang de la victime parmi ces échantillons, ce qui sembla mettre Matthew dans une situation très délicate. De plus, selon des témoignages recueillis dans le voisinage, Greg et Matthew s'étaient violemment disputés l'après-midi précédant le meurtre, près de la propriété Lockwood. Certains entendaient crier, d'autres affirmaient même les avoir vus en venir presque aux mains. Sur le moment, personne n'avait alerté la police, car ces prises de bec ne paraissaient pas inhabituelles dans la dynamique relationnelle qui s'était installée entre eux. En effet, Greg avait, à plusieurs reprises, prétendu que Matthew lui bloquait l'accès à un passage menant à sa cour, ce que celui-ci réfutait. L'existence de ce climat de tension fut renforcée par les déclarations de la femme de Matthew, Susan Lockwood, ainsi que par sa belle-mère, Patricia Lockwood. Susan expliqua à la police avoir vu Matthew rentrer tard dans la soirée de la disparition de Greg, d'humeur extrêmement contrariée. D'après ses dires, il ne cessait de rouspéter au sujet d'une ultime confrontation avec Greg, qui serait allé trop loin dans leurs éternelles disputes. Dans une version de Susan qui fut rapidement relayée à la presse locale, Matthew aurait même proféré des menaces précises contre Greg, parlant d'en finir définitivement avec lui. Patricia Lockwood, quant à elle, donna un témoignage qui, au départ, recoupait largement celui de Susan. Elle avait perçu des éclats de voix et se souvenait distinctement d'avoir entendu Matthew hurler, quelques jours avant la mort de Greg, des propos qui pouvaient être interprétés comme un véritable appel à la violence. Si, au sein de l'opinion publique,
La culpabilité de Matthew paraissait alors presque évidente. Il restait encore à établir un lien chronologique cohérent entre sa querelle avec Greg et le meurtre lui-même. Les détectives souhaitaient toujours plus de détails, et la presse locale s'empara de l'histoire, soulignant la sombre ironie d'un accusé trahi par les déclarations de sa propre épouse et de sa mère. La personnalité de Matthew Lockwood fut mise en lumière de manière plutôt négative pendant l'enquête. On le décrivait comme un homme peu expansif, susceptible et obsédé par l'ordre. Au travail, certains collègues évoquèrent un individu compétent, mais peu enclin au dialogue, plus à l'aise avec ses machines qu'avec les conversations informelles. Sur le plan familial, Suzanne avoua que leur mariage traversait une période difficile. Ils se disputèrent beaucoup, et elle était fatiguée de ces incessants conflits, non seulement avec Greg, mais aussi avec d'autres voisins. Matthew avait tendance à se renfermer et à ne pas partager ses sentiments, ce qui accentuait la pression au foyer. Patricia Lockwood, la mère de Matthew, se montrait quant à elle stricte et distante. On la considérait depuis longtemps comme une femme fière et autoritaire, laquelle n'avait jamais pleinement approuvé les choix de vie de son fils. L'idée que cette mère puisse se dresser devant un tribunal pour accuser son propre enfant sidéra la communauté de North Bay. Il s'avéra que Patricia, en pleine brouille avec Matthew pour des raisons d'héritage familial, aurait pu vouloir délibérément enfoncer son fils devant la justice. Les motivations exactes restèrent toutefois floues, et son revirement ultérieur ne manqua pas de jeter le doute sur la sincérité de son premier témoignage. Pendant que la police poursuivait ses investigations, le public découvrait de nouveaux détails sur la relation entre Greg Hamilton et Matthew Lockwood. Plusieurs camarades de Greg révélèrent que ce dernier avait des ennuis financiers depuis plus d'1 an. Ils déclarèrent qu'il cherchait de l'argent partout, parfois de manière insistante, semblant être pris à la gorge par des dettes qu'il n'arrivait plus à éponger. Certains soupçonnaient l'existence d'activités illégales autour de Greg, possiblement liées à des paris clandestins ou à des emprunts contractés auprès de gens peu recommandables. Cette piste, toutefois, semblait au premier abord trop éloignée de Matthew, qui n'avait jamais témoigné d'un intérêt pour les paris ou pour les cercles de prêteurs louches. La police s'intéressa brièvement à d'éventuels acteurs mafieux dans la région, mais aucune piste concrète n'émergea pour étayer l'implication directe d'un autre groupe criminel. Dès lors, c'est vers Matthew que la vague des soupçons revint implacablement. Les enquêtes criminelles comportent souvent leur lot de rebondissements, et celle-ci ne fit pas exception. Alors que la date du procès approchait, les éléments à charge s'accumulaient. La salopette tachée de sang, la querelle violente connue de tous, les témoins auditifs, la version apparemment concordante de Suzanne et Patricia, tout cela dessinait un portrait d'un homme habité par la colère, capable de perdre son sang-froid au point de commettre l'irréparable. Pour la plupart des observateurs, l'issue du procès semblait presque écrite d'avance. L'avocat de Matthew, un défenseur commis d'office certes dévoué mais peu expérimenté, insista sur l'absence de preuves directes, comme une arme du crime, ou un témoin qui aurait vu Matthew porter un coup fatal à Greg. Il se fonda également sur le fait qu'aucune trace de lutte n'avait été repérée sur le corps de Matthew, hormis de vieilles égratignures, sans lien clair avec le soir de la disparition. Toutefois, le poids des témoignages de Suzanne et de Patricia s'avéra primordial lors des audiences préparatoires. Quand la mère du principal accusé confirme elle-même l'agressivité de son fils, l'impact médiatique et judiciaire est quasiment décisif. D'autant plus que Suzanne, la conjointe, raconta en détail comment elle aurait entendu Matthew jurer de se débarrasser de ce bonhomme, en parlant de Greg. Arriva finalement le procès, dont le déroulement fut particulièrement intense et chargé d'émotions. D'un côté, l'équipe du procureur présenta chaque indice dans une logique d'ensemble. La présence de sang, la relation houleuse, les menaces verbales, la proximité temporelle entre la dispute et la mort de Greg,
sans oublier le comportement sombre et replié de Matthew, qui, selon eux, trahissait sa culpabilité. De l'autre, la défense s'accrocha à une théorie alternative. Matthew aurait pu se battre avec Greg quelques jours avant le meurtre, ce qui expliquerait la présence de sang sur la salopette, mais pas la mort de Greg le soir même. Selon cette version, quelqu'un d'autre aurait profité de la discorde préexistante pour orienter les soupçons vers Matthew, un suspect idéal. La défense questionna aussi la crédibilité de Suzanne et Patricia. L'avocat insinua que les deux femmes, chacune pour ses raisons, crise conjugale pour Suzanne, rancune familiale pour Patricia, avaient un intérêt à exagérer ou à déformer la vérité. Cependant, sans preuve formelle d'une machination et devant l'exposé méticuleux du procureur, l'argumentaire de la défense parut trop faible. Le jury, composé de citoyens de North Bay et d'ailleurs en Ontario, fut sensible à l'accumulation d'indices contre l'accusé. Durant le procès, on vit tout de même émerger un élément troublant. La mère de Matthew revint légèrement sur sa déclaration initiale. Devant la cour, Patricia Lockwood expliqua qu'elle n'avait pas entendu précisément le mot « tuer », mais plutôt des injures et des menaces confuses. Alors que, durant l'enquête, ses propos semblaient limpides et accablants, elle se montra plus nuancée à la barre, évoquant la frustration de son fils sans certitude sur la gravité de ses intentions. Pour beaucoup, cette volte-face était suspecte, voire incohérente. Le procureur en profita pour souligner les contradictions, et la défense s'en empara pour tenter de décrédibiliser l'ensemble de ses propos. Malgré tout, la majorité du jury semblait déjà convaincue par la version initiale. On considéra que Patricia, sensible au destin de son fils, essayait de revenir en arrière pour atténuer le poids de sa première déposition. Quant à Suzanne, elle maintint fermement ses accusations. Elle parut peinée et affectée, mais déterminée à dire la vérité sur la manière dont Matthew avait, selon elle, laissé éclater sa rage contre Greg. À la fin du procès, les jurés ne mirent pas longtemps à délibérer. Ils rendirent un verdict de culpabilité envers Matthew, qui fut condamné à 22 ans de réclusion criminelle. La salle d'audience retint son souffle lorsque la sentence fut prononcée. Matthew, le visage fermé, affirma une nouvelle fois son innocence, clamant qu'on envoyait un homme injustement en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il jeta un regard vers sa femme, dont il se sentait à présent trahi, et un autre, encore plus amer, vers sa mère qui l'avait accusé avant de tenter de se rétracter en vain. Suzanne ne détourna pas son regard, mais on pouvait voir que les larmes lui montaient aux yeux, comme si elle ne réalisait que trop tard la portée de son témoignage. Les autorités menottèrent Matthew pour l'emmener. C'était, pour la plupart des observateurs, la conclusion d'une affaire violente et douloureuse dont l'issue se voulait enfin juste. Mais ce qui semblait être la fin n'était en réalité que la première étape d'une longue série de rebondissements. Durant ces 3 premières années de détention, Matthew ne cessa de clamer son innocence. Dans la prison où il purgeait sa peine, il passa de longues heures à écrire à sa sœur, qui vivait à l'étranger. Cette parente était l'une des rares personnes de la famille Lockwood à croire en lui. Elle entreprit alors de réunir des preuves pour étayer la thèse selon laquelle Matthew n'aurait pas pu assassiner Greg. Elle lança des appels auprès d'enquêteurs privés et écuma divers documents, allant des archives médicales aux relevés bancaires. Elle découvrit notamment qu'un créancier local, réputé redoutable, entretenait des liens avec des individus violents, lesquels auraient été en contact avec Greg. Selon certains indices, Greg avait contracté un prêt substantiel peu de temps avant sa mort. Des témoins anonymes parlèrent de ransomware de menaces qu'il aurait reçues et de l'hypothèse qu'il essayait de rembourser péniblement une dette. Pourtant, ces informations, rassemblées a posteriori, ne parvinrent pas à relancer l'enquête.
Le procureur estimait qu'il ne s'agissait que de rumeurs, parfois relayées par des gens cherchant à se défausser d'une culpabilité collective. Sans preuves tangibles montrant l'implication de tierces personnes, on ne pouvait remettre en cause la condamnation de Matthew. Le véritable tournant s'amorça au terme de la 3e année d'emprisonnement, lorsqu'un coup de téléphone anonyme fut enregistré sur la ligne de la police. Le contenu de l'appel, longuement analysé par les autorités, fut explosif. Une voix masculine, manifestement inquiète de dissimuler son identité, affirmait détenir des informations capitales sur l'homicide de Greg Hamilton. D'après cette voix, Greg aurait été attaqué par 2 individus chargés de récupérer une dette. Ces hommes l'auraient roué de coups, puis emmené de force près du lac Nipissing, avant de l'y précipiter pour dissimuler leurs gestes. L'inconnu au bout du fil mentionna même qu'il existerait des échanges de messages compromettants entre Greg et l'un des prêteurs. Quand la policière responsable de l'appel demanda des précisions, l'appelant coupa la communication, craignant apparemment d'être localisé. Cette conversation fut toutefois enregistrée et par la suite divulguée sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé médiatique. La perspective que Matthew ait pu être accusé à tort ressurgit dans la presse et dans l'opinion publique, d'autant qu'on évoquait maintenant la possibilité de pistes négligées par la première enquête. La défense de Matthew, reconstituée et renforcée par un avocat de renom intéressé par les rebondissements de l'affaire, obtint la réouverture du dossier. D'autres éléments prirent alors de l'ampleur. On réexamina par exemple la possibilité que le sang retrouvé sur la salopette de Matthew provenait d'une rixe antérieure. On parvint à dater plus précisément la formation de la tache, laissant supposer qu'elle pouvait en partie remonter à quelques jours avant la mort de Greg, lorsque celui-ci et Matthew s'étaient disputés physiquement dans la cour. Cette bagarre aurait d'ailleurs été signalée à l'époque par un voisin plus discret, qui n'avait pas souhaité témoigner publiquement par peur de représailles. En outre, l'analyse des communications téléphoniques de Greg, restée incomplète pendant le premier procès, révéla une série d'appels passés à un contact surnommé le facteur ou l'usurier. On y lisait des messages cryptiques, mais qui laissaient entendre l'existence d'un litige financier particulièrement dangereux. Il fallut peu de temps à la nouvelle équipe d'enquête pour relier ces indices à des histoires de menaces déjà mentionnées par la sœur de Matthew. Les autorités, sous la pression médiatique et judiciaire, ne purent que reconnaître l'urgence de conduire des investigations poussées dans cette direction. Cependant, les traces de ces potentiels vrais meurtriers étaient minces. North Bay, se situant à la frontière nord de l'Ontario, il est relativement facile pour des gens en fuite de s'éloigner dans la nature ou de se diriger vers d'autres provinces. Les enquêteurs se mirent en quête de ces 2 individus, présumés agresseurs, dont l'identité n'était pas encore formellement établie. L'appelant anonyme n'ayant plus donné signe de vie, on craignait qu'il ne se soit volatilisé lui aussi, voire qu'il ait été réduit au silence. Le climat dans la ville devint électrique. Les journalistes redoublèrent de reportages, cherchant à comprendre comment la justice avait pu emprisonner si rapidement un homme alors que des pistes aussi sérieuses existaient. Les proches de Greg assistèrent, pour leur part, à la reprise de l'enquête avec un mélange d'espoir et d'angoisse, souhaitant que la vérité éclate. Susan Lockwood, dont la relation avec Matthew était devenue inexistante, fut contrainte de faire face à ses propres doutes. Avait-elle, sous l'emprise de la colère ou d'une certitude erronée, condamné un innocent? Patricia Lockwood, dévastée par la perspective d'avoir contribué à l'incarcération injuste de son fils, chercha à multiplier les contacts avec la police pour expliquer son mal-être. Elle avoua ne pas avoir mesuré la portée de ses paroles lors de l'enquête initiale. Finalement, un nouveau procès fut organisé, sous la pression d'avocats déterminés à faire valoir le principe de justice et de la presse qui réclamait la réouverture du dossier Lockwood-Hamilton. La défense présenta cette fois une série d'arguments plus solides.
un enquêteur privé, engagé par la sœur de Matthew, vint témoigner devant la cour. Il expliqua avoir mené son enquête dans un milieu de prêteurs illicites autour de North Bay, où le nom de Greg Hamilton revenait à plusieurs reprises. Il affirma même que Greg était en défaut de paiement d'une somme considérable et qu'il y avait eu des menaces à peine voilées de la part de certains protagonistes. Les documents bancaires, les relevés d'appels et divers témoignages anonymes vinrent étoffer un possible mobile de la part de ses créanciers pour se débarrasser de Greg. Le procureur reconnut alors, non sans réticence, que les preuves contre Matthew n'étaient plus aussi irréfutables qu'au premier procès. De plus, la célèbre salopette ensanglantée fut reconstituée comme preuve dans un contexte plus large, à savoir celui d'une altercation vieille, de plusieurs jours, pas spécifiquement liée à la mort de Greg. Même la chronologie de la soirée fatidique fut soumise à de nouvelles analyses. L'on constata que Matthew s'était rendu dans une supérette, où les caméras de surveillance le situaient peu avant le moment présumé de la mort de Greg, ce qui réduisait la fenêtre de temps pendant laquelle il aurait pu perpétrer le crime. En croisant toutes ces informations, le doute gagna du terrain dans l'esprit des jurés. Cette fois, Matthew ne fut plus considéré comme le suspect unique. Le procès se déroula dans une atmosphère lourde de règlement de comptes judiciaires. Suzanne, invoquée de nouveau à la barre, reconnut, les larmes aux yeux, avoir pu exagérer la portée des propos de Matthew après la dispute avec Greg. Elle expliqua qu'elle se sentait blessée par son mari, que leur relation se dégradait et qu'elle le tenait en partie responsable de son propre malheur. Elle confessa aussi qu'elle n'avait pas pensé qu'un témoignage maladroit pourrait aboutir à une condamnation si sévère. Pour la première fois, elle sembla manifester de la compassion envers lui, comprenant enfin que son récit avait scellé le destin de Matthew pour plusieurs années d'incarcération. Cette évolution, jointe à la rétractation plus franche de Patricia, qui suppliait la justice de la croire lorsqu'elle disait qu'elle n'avait jamais voulu dénoncer son fils pour meurtre, entraîna un revirement spectaculaire du dossier. Devant tant de contradictions et la révélation de pistes alternatives sérieuses, la Cour jugea qu'un acquittement s'imposait. Après quelques dernières délibérations, Matthew fut remis en liberté. 3 ans de vie derrière les barreaux venèrent de s'écouler pour un crime qu'il n'avait, semble-t-il, pas commis. Cette libération fit l'effet d'une bombe à North Bay. Certains habitants, persuadés autrefois de la culpabilité de Matthew, se sentirent coupables d'avoir jugé trop vite. D'autres, au contraire, arguèrent que la justice était désormais dans l'erreur, qu'il était dangereux de relâcher un homme qui, pour eux, demeurait un coupable probable. Mais la majorité reconnut qu'il y avait trop de questions sans réponse dans cette tragédie. Qu'était-il advenu des véritables meurtriers? Avançait-il encore librement dans l'ombre, échappant à la justice ontarienne? La situation de la famille Lockwood était aussi catastrophique sur le plan personnel. Suzanne, qui s'était éloignée de Matthew pendant son incarcération, avait déjà entamé une procédure de divorce. Elle n'entendait pas revenir sur cette décision, car trop de blessures s'étaient venues éroder leur relation au fil du temps. Quant à Patricia, elle cherchait désespérément à obtenir le pardon de son fils. Matthew, meurtri par la trahison initiale de sa mère, n'arrivait pas à passer outre la sensation d'avoir été abandonné par sa propre famille. Un fossé se creusa donc, d'autant qu'il était sous le feu des médias, subissant interviews et questions incessantes sur la suite de ses démarches. Au-delà de la scène familiale, Matthew intégra rapidement l'idée d'exiger des réparations. Il déposa une plainte officielle contre l'institution judiciaire pour détention injustifiée, demandant compensation financière pour les 3 années passées en prison. Les avocats spécialistes de ces dossiers de réhabilitation prévoyèrent une bataille juridique longue et incertaine, car les autorités rechignaient à admettre tout dysfonctionnement majeur dans un procès qui avait été mené selon les règles de procédure habituelles.
Les partisans de Matthew soulignèrent que, si l'on avait examiné la piste des prêteurs sur gage dès le départ, on aurait pu éviter cette erreur judiciaire. Les représentants de la police locale rétorquèrent qu'ils étaient partis des indices les plus probants au moment des faits et qu'aucune enquête n'est infaillible. Finalement, l'affaire Lockwood continua de fasciner le public canadien bien au-delà de North Bay, mettant en lumière les difficultés à instruire une affaire criminelle quand l'opinion, la presse et des tensions familiales s'en mêlent. Malgré les nombreuses tentatives pour remonter jusqu'au véritable coupable de la mort de Greg, aucun aboutissement concret n'apparut. Les individus mentionnés dans le fameux coup de téléphone anonyme n'étaient pas identifiables de façon certaine. Les pistes conduisant à des cartels ou à des groupes de prêteurs violents se révélaient opaques. Les témoignages recueillis étaient rares et se contredisaient parfois entre eux. On parla bien d'une voiture suspecte repérée à la périphérie de la ville dans la soirée de la mort de Greg, ou de 2 personnes aperçues dans les quartiers environnant le lac. Mais rien ne vint corroborer ces indices de manière formelle. La frustration gagna tant la police que la population. Le dossier Greg Hamilton fut classé à la grande peine de la famille du défunt, qui ne put obtenir pleine justice pour leurs proches. Les autorités promirent de rouvrir le dossier s'ils mettaient la main sur de nouveaux éléments tangibles, mais les mois passèrent sans évolution notable. Pendant ce temps, Matthew, de nouveau libre, tenta de rebâtir sa vie. Il trouva appui auprès de sa sœur, qui fit son possible pour le loger et l'aider à se remettre des traumatismes de la prison. Il envisagea même de quitter l'Ontario pour tenter de repartir de zéro ailleurs, loin des regards suspicieux, et de cette ville où l'on chuchotait encore son nom, tantôt comme un innocent blanchi, tantôt comme un meurtrier qui échappait à la justice par un tour de passe-passe judiciaire. Les factures liées à la procédure légale de compensation s'accumulaient, et Matthew n'avait plus grand-chose à perdre. Une profonde cicatrice demeurait. Comment faire confiance à nouveau quand on s'est senti trahi par ceux qui auraient dû vous soutenir? Les années passées en détention l'avaient transformé. L'homme taciturne, déjà peu expansif, s'était refermé davantage sur lui-même. Les rares proches qui le fréquentaient le trouvaient plus sombre et plus prudent que jamais. Sa foi en la justice s'était étiolée. Il restait également conscient que pour une partie de la population, le doute planerait toujours. Dans l'esprit de Suzanne, la culpabilité de son rôle dans l'affaire la hantait. Elle reconnaissait désormais que sa peur, sa colère envers Matthew et les disputes incessantes dans leur foyer avaient brouillé son jugement. Sans nier que Matthew ait pu entretenir une haine réelle contre Greg, elle admettait qu'il n'y avait aucune certitude absolue qu'il soit passé à l'acte. Et pourtant, sa conviction à l'époque du procès, alimentée par les pressions de l'entourage et du procureur, la poussa à le désigner comme le coupable idéal. Elle savait aussi que sa déclaration avait servi de pilier à la condamnation de Matthew. Cette culpabilité pesa lourd sur ses épaules, même lorsqu'elle poursuivit la procédure de divorce. Avec Patricia, elle garda néanmoins un lien, l'une et l'autre se sentant complices involontaires de la même erreur. Les 2 femmes finirent par adopter une relation presque amicale, tant leur sentiment de remords était fort. Elles continuèrent de se poser la question. Greg s'était-il rendu dans une impasse où il n'y avait plus d'autre échappatoire que la violence? Avait-il été confronté à un ultimatum fatal et la tragédie se serait-elle produite au moment où Matthew, lui, faisait autre chose? Autant de questions sans réponse. La ville de North Bay, elle, s'évertua à retrouver son rythme habituel. Les commerces rouvrirent, les gens se remirent à parler d'autre chose, et la couverture médiatique, retombée aussi vite qu'elle avait flambé,
laissa place à de nouveaux faits divers. Il subsistait toutefois un sentiment de malaise. On avait accusé quelqu'un un peu trop rapidement, négligeant des pistes qui auraient pu orienter l'enquête différemment. Cet épisode marquait un avertissement douloureux pour la communauté et les forces de l'ordre. La précipitation, les conflits familiaux et la pression de l'opinion peuvent facilement conduire à des erreurs judiciaires. Matthew ne chercha pas à recoller les morceaux avec sa mère, malgré plusieurs lettres qu'elle lui envoya. Patricia comprit que le pardon ne se gagnerait pas en quelques semaines. Les liens qu'elle avait crus inaltérables étaient sans doute brisés pour de bon. Les fêtes de famille, les repas de Noël ou d'anniversaire, tout cela porterait longtemps la marque de la tragédie qui les avait tous déchirés. Aujourd'hui, Matthew Lockwood poursuit sa bataille pour une indemnisation qui, d'après ce que rapportent les journaux, pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers de dollars. Le système judiciaire, prudent, continue de faire traîner les procédures, exigeant de multiples expertises et évaluations psychologiques pour justifier la somme réclamée. En parallèle, la recherche des véritables assassins de Greg Hamilton demeure un dossier non résolu. Les rares officiers de police encore attachés à cette affaire n'ont pu qu'entasser, dans un carton poussiéreux, les preuves incomplètes de transactions illégales, les témoignages timorés de témoins potentiels et l'enregistrement de cet appel anonyme qui a tout déclenché. Les détectives principaux ayant mené la première enquête ne s'expriment plus guère, sans doute éprouvés par ce retentissant fiasco. Les citoyens de North Bay, eux, préfèrent s'accrocher à l'idée que la vérité finira par émerger, un jour ou l'autre. Pour ma part, je considère ce récit comme l'une des plus troublantes illustrations de ce que la colère, la rancune et la précipitation peuvent provoquer au sein d'une communauté. J'espère de tout cœur que la mémoire de Greg trouvera un jour réparation et que les vrais responsables paieront pour leurs actes. Je sais seulement qu'après toute cette histoire, plus personne ne restera le même à North Bay, ni Suzanne, ni Patricia, ni Matthew. Merci d'avoir suivi cette affaire jusqu'à la fin. J'espère avoir pu vous montrer que la quête de la vérité peut être pavée de malentendus et de faux-semblants. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous propose, si vous le souhaitez, de poursuivre votre exploration en découvrant d'autres récits que j'ai réalisés. J'en ai publié plusieurs récemment, et si le thème du crime véritable vous passionne, je suis convaincue que vous y trouverez votre bonheur. Je vous remercie encore pour votre soutien et vous dis à très bientôt.